La régulation par le substrat. Alors, c'est une régulation en fonction de la concentration sanguine de composantes chimiques. Donc, par exemple, le glucose, on rentre dans la régulation par le substrat, avec une régulation de la glycémie par l'insuline et le glucagon. Donc, le glucose, c'est le substrat, on va réguler par une production plus ou moins importante d'insuline ou de glucagon. Le calcium, autre substrat, que l'on va réguler, on va réguler la calcémie par la production de calcitonine et notre PTH, parathormone, pour rappel. Les influx neuronaux, troisième type de régulation, qui vont en fait stimuler l'activité hypothalamique au niveau de l'hypothalamus. Ça vient des différentes zones du système nerveux central et qui vont stimuler notre hypothalamus pour lui faire produire telle ou telle hormone. Par exemple, situation de stress, vous êtes en stress, vous êtes en train de préparer l'évaluation, par exemple, vous êtes en plein stress, eh bien nous allons avoir une activation de notre système sympathique qui va transmettre à l'hypothalamus notre stress. Donc, on va déclencher plus précisément, rappelez-vous ce schéma sur l'effet feedback, pour aller sur des glandes endocrines bien particulières. Et bien là, nous allons aller sur la médulo-surrénale, donc une glande surrénalienne, qui va produire l'adrénaline et la noradrénaline et qui vont renforcer la réponse organique au stress, l'accélération du rythme cardiaque, les sueurs. Ça, ce sont des manifestations du stress, ce sont aussi des manifestations de cette présence d'hormones. Voilà pour les trois types de grandes régulations. Maintenant, chaque glande a sa fonctionnalité en fonction des hormones qu'elle sécrète. Dans un premier temps, l'hypothalamus, qui sécrète deux hormones qui sont stockées dans la post-hypophyse. L'ADH, ou ce qu'on appelle la vasopressine. Si vous diminuez, si vous séparez ce mot vasopressine, rappelez-vous, vaso, on est sur les vaisseaux, pressine, on va parler de pression. Ça peut être un moyen pour vous de vous rappeler des objectifs de cette hormone, qui est dans un premier temps de diminuer la diurèse et qui provoque une vasoconstriction et une hypertension artérielle. Vasopressine. Nous avons aussi la deuxième hormone qui est l'ocytocine. Et l'ocytocine, elle provoque la contraction des fibres musculaires qui lissent, les fibres musculaires lisses de l'utérus. En association avec la prolactine, elle intervient dans le déclenchement de la lactation. Donc, cette dose d'ocytocine avec la prolactine va être modifiée, par exemple, au moment de la grossesse pour permettre la lactation, tout simplement. Donc, vraiment, un déclenchement en fonction du besoin de l'organisme à un instant bien précis. Au niveau de l'hypothalamus, nous avons des hormones telles que la TRH qui stimulent la sécrétion et la libération de la TSH. Donc il va y avoir toujours des hormones qui vont déclencher d'autres hormones, qui vont déclencher d'autres hormones. On est sur un effet un petit peu, un effet domino. La CRF qui favorise la libération d'ACTH et la GnRH qui libère la FSH et la LH. Donc ils sont différentes hormones assez intéressantes qui vont agir à différents niveaux. Par exemple, donc ces hormones hypothalamiques TRH, CRH, CRF, GnRH, par exemple, vont agir donc sur des hormones hypophysaires. L'ACTH qui va être sur les corticosurrénales, la TSH qui va aller agir sur la thyroïde, la FSH-LH qui va agir sur les gonades, les hormones de croissance qui vont agir sur le squelette au moment de la croissance, comme le nom l'indique, la prolactine qui va agir au niveau des seins et du déclenchement de la sécrétion du lait, et l'hormone mélanotrope, ce qu'on appelle la MSH, qui va agir au niveau de la peau. Mélanotrope, mélano comme la mélanine. Voilà. Nous avons ensuite des hormones thyroïdiennes, T3, T4, calcitonine.
La T3, T4, qui sont des hormones qui augmentent la consommation d'oxygène et qui vont produire de la chaleur. Elles stimulent la maturation et la croissance osseuse et la croissance et la stimulation du système nerveux. La calcitonine, elle favorise la fixation du calcium osseux, donc elle diminue la calcémie sanguine et favorise l'élimination rénale du calcium, puisque ce qui se fixe sur les reins ne peut donc plus être dans le système sanguin, d'où la diminution de la calcémie, et ce qui est en trop plein va être éliminé par les reins. Le rôle des hormones T3 et T4. Alors, T3 et T4 augmentent le métabolisme cellulaire, donc la température corporelle, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Elles augmentent aussi la synthèse des protéines et du glucose, une stimulation du système cardiovasculaire et une stimulation de la croissance par les tissus et le système nerveux. Donc une action qui est vraiment très générale, très globale. Vient ensuite l'hormone, la calcitonine, que je vous expliquais, donc qui est hypocalcémiante, qui inhibe les ostéoclastes, d'accord, et qui limite l'absorption du calcium par l'intestin et favorise son excrétion rénale. Ce n'est pas bon qu'il y ait une trop grande absorption de calcium. Il faut une régulation, il faut un équilibre au niveau sanguin, au niveau de l'organisme, au niveau de l'homéostasie. La régulation de la sécrétion thyroïdienne, si on prend un schéma, toujours avec cet effet feedback, et ayez-le en tête, l'hypothalamus va sécréter de la TRH qui va agir sur l'hypophyse, qui va lui dire d'employer la TSH pour aller stimuler la thyroïde, qui elle-même va aller émettre la T3 et T4 qui vont aller sur des cellules effectrices. Le propriétaire, notre cuisinier, nos serveurs et notre client, tout simplement. Et en fonction des différents dosages T3, T4 déjà présents dans l'organisme et des besoins de nos cellules effectrices, le feedback se fera au niveau de l'hypothalamus pour dire s'il y a besoin ou non de reprovoquer une sécrétion des hormones TRH, TSH, puis pour aboutir à la production de T3 et T4. Passe ensuite, à côté de notre thyroïde, les parathyroïdes, où nous avons une hormone hypercalcémiante qui est la PTH, notre parathormone, qui favorise le passage dans le sang du calcium alimentaire. Elle agit sur 3 organes. Alors, organes entre guillemets, les os, qui ne sont pas réellement des organes, mais qui sont des éléments constitutifs de notre organisme, les reins et l'intestin grêle. Elle augmente la résorption osseuse, donc elle stimule, les ostéoclastes. On est sur une action différente par rapport à la calcitonine. Elle freine l'excrétion urinaire du calcium et accroît l'absorption du calcium. Donc c'est une hormone, la PTH, qui va agir un petit peu en combinaison de la calcitonine, puisque si je reviens en arrière ici, nous sommes sur quelque chose qui est hypocalcémiant, qui inhibe les ostéoclastes et qui limite l'absorption du calcium. Donc la calcitonine et la PTH sont 2 hormones antagonistes dans leurs actions. Puisque ici, augmente la résorption osseuse, freine l'excrétion, accroît l'absorption du calcium et est hypercalcémiante. Les hormones pancréatiques. Si nous descendons, nous en avons donc deux grandes hormones, l'insuline, le glucagon, très connu. Les patients diabétiques ont besoin d'insuline, soit sous forme de traitement médicamenteux oral, des comprimés, soit par injection directement d'insuline. Insuline pour compenser le mauvais fonctionnement du pancréas sur cette sécrétion. L'insuline est hypoglycémiante, elle favorise la glycolyse, donc la destruction du glucose. Elle inhibe la glycogénolyse, donc elle bloque la destruction de la glycogénolyse et elle bloque la création
de nouveau glucose, la néoglucogenèse. Le glucagon, lui, par contre, a un effet totalement inverse et va être hyperglycémiant et va permettre l'accroissement du taux de glucose dans le sang, de la glycémie. Il est un antagoniste de l'insuline. C'est pourquoi les patients qui se retrouvent sous traitement d'insuline, notamment par injection, il est très fortement recommandé d'avoir du glucagon à disposition en cas de problème dans le dosage de l'insuline. Si la personne se retrouve en hypoglycémie, notamment parce que, par exemple, elle s'est fait une injection d'insuline trop importante, eh bien, il est possible de lui faire une injection de glucagon pour faire remonter ce taux. Alors, généralement, les problèmes d'hypoglycémie sont régulés généralement par tout simplement l'absorption de produits sucrés, sucre rapide, sucre lent, dans un premier temps avec un repas à proximité pour relancer la production de glucose au niveau de l'organisme et pour réguler cette glycémie qui pose souci et qui provoque une hyperglycémie ou une hypoglycémie.